Ah ouais. Là, c'est bon, là Mathias ouais, c'est bon. Du coup, je vous parle dans le cadre de la préparation à l'examen du PTI, là, du ventricule droit. Pour faire ce topo, il y a la Société américaine d'échocardiographie qui édite énormément de recommandations. Franchement, c'est une source intarissable de connaissances. Et puis, il y a aussi pas mal l'EchoWeek que vous pouvez trouver sur le moteur de recherche. Si on parle d'anatomie et de physiologie du ventricule droit, faut comprendre qu'il a une anatomie quand même très particulière, qui est très difficile à modéliser, à l'inverse du ventricule gauche, qui est globalement un cylindre. Voilà, si on devait faire un schéma, ça ressemblerait un peu à ça, avec l'entrée, ça ne se voit pas, ma souris, c'est dommage. C'est dommage. Tu peux la prendre. Ouais. Je peux la prendre là. Ouais. Là. Ouais. Ah ouais. Ah voilà. Là vous me voyez. Non, je me prends, choisis. Pointeur laser, stylet. Ouais, stylet, c'est pas mal. Ah oui, voilà. Donc là, l'entrée du ventricule droit avec la valve tricuspide, ce qu'on appelle l'inflow du ventricule droit, ou aussi le sinus, il y a plusieurs appellations, l'apex du ventricule droit, et puis là, la chambre de chasse du ventricule droit, ou l'infundibulum, ou le conus, ça a plusieurs noms, mais c'est la même chose, qui se termine donc par la valve pulmonaire. Si on compare les deux, la ventricule droit et gauche, clairement, ils sont différents sur plein de paramètres. En termes de volume, il est plutôt plus large, le ventricule droit, plutôt moins musclé, en tout cas moins épais, moins lourd. L'épaisseur, elle est moindre pour le ventricule droit. Les pressions qui règnent dedans, elles sont également moindres par rapport au ventricule gauche. Et la FEVG, là où normalement c'est facile à deviner, elle est plus basse, plus élevée. Plus basse, c'est ça. Et forcément, s'il a un volume plus important et qu'il éjecte la même quantité, la FEVG est plus basse. Un peu toujours de physiologie. Le ventricule droit par rapport au ventricule gauche, il est extrêmement sensible à la post-charge. Une élévation de post-charge même peu importante va effondrer l'éjection du ventricule droit. C'est moins le cas pour le ventricule gauche, et il est plutôt peu sensible à la précharge. La perfusion coronaire du VD, c'est essentiellement par l'artère coronaire droite, à l'exception de la partie antérieure du septum qui est dépendante de l'IVA. La perfusion coronaire du VD, elle est à la fois pendant la systole et la diastole. Et puis elle décroît, cette perfusion coronaire, en cas d'élévation des pressions du VD et en cas de diminution de la pression systémique. Les vues ETO du VD, c'est avant tout celle-ci, donc c'est la première vue qu'on obtient quand on met une sonde d'ETO dans l'œsophage d'un patient. C'est la vue 4 cavités à 0 degré en mi-œsophagien, qui permet d'évaluer pas mal de choses. Les autres vues possibles, très classiques du VD, c'est la vue toujours mi-œsophagienne, qu'on appelle inflow-outflow VD, où on voit, on voit cette forme très particulière du ventricule droit avec l'oreillette droite, la valve tricuspide qui est donc là, l'apex du VD, et puis là l'infundibulum pulmonaire avec la valve pulmonaire qu'on voit ici. Une autre vue, elle est décrite pour évaluer le VD, c'est cette vue à 120 degrés, toujours en mi-œsophagien, qui est beaucoup utilisée pour regarder la valve aortique, la valve mitrale, mais également pour regarder la chambre de chasse du VD, qu'on devine ici. Une autre vue, cette fois-ci on est en transgastrique, c'est la vue short axis mid-papillary, donc au niveau des piliers du VG. Si on tourne un petit peu la sonde, on aperçoit le VD avec la valve tricuspide. Je vous fais pas, parce qu'il y aura un autre topo là-dessus, le détail des feuillets tricuspidiens. Une vue, on va dire, qu'on obtient en bougeant un tout petit peu la sonde. On est toujours à 0 degré en transgastrique. C'est cette vue-là où théoriquement on voit la valve pulmonaire, mais puis on la voit pas bien sur la vidéo ici. On la voit un peu mieux. Alors, vous voyez là, on voit la valve mitrale, les feuillets mitraux. Et là, on voit la chambre de chasse du VD avec la valve pulmonaire qui est là. Sur cette vue, on peut éventuellement, même si là, sur celle-là, c'est pas très bien axé, mais on peut éventuellement faire des mesures dans la chambre de chasse du VD. Encore une vue du VD assez classique, c'est la vue
inflow-outflow, cette fois-ci transgastrique, qui ressemble un petit peu à la vue qu'on avait en milieu œsophagien et qui, là, cette fois-ci, permet de s'aligner un peu mieux sur la valve pulmonaire pour faire des mesures au niveau de la chambre de chasse et de la valve pulmonaire. On parle souvent de paroi libre du VD. Faut comprendre que donc le VD, il y a cette paroi libre qui correspond à tout ça, quoi. Toc, 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 toc. Et puis il y a la paroi septale qui est partagée avec le VG. Cette paroi libre, il faut quand même avoir un peu des notions anatomiques, c'est qu'elle est à diviser en 3 parties. La paroi libre du VD, c'est à la fois la paroi inférieure, la paroi latérale et la paroi antérieure. Donc là, sur une vue inflow-outflow du VD, donc en milieu œsophagien, on voit les trois parties. La paroi oui, ça c'est la paroi inférieure. C'est un paroi inférieur. Oui, c'est la paroi inférieure. Oui, voilà, inférieure, latérale et puis la paroi antérieure. Comment mesurer la taille du VD? Alors là, je vous ai mis une image en ETT. Classiquement, on mesure le diamètre basal et puis le diamètre comment il l'appelle, mid-cavity. Mid-cavity, ça correspond à peu près entre le deuxième tiers du VD. Avec des valeurs, en ETO, c'est sur la coupe 4 cavités en milieu œsophagien à 0 degré. Avec les valeurs normales, c'est celle-ci. Alors, difficile à retenir comme ça, mais voilà, c'est celle-ci en tout cas. C'est les mêmes valeurs décrites pour à la fois le TT et le TO. Ouais. Alors, on peut mesurer en télésystole, en télédiastole. Classiquement, c'est plutôt en télédiastole qu'on parle des volumes ventriculaires, mais tu peux faire les mesures en télésystole aussi. Elle est peut-être... ouais. Peut-être juste après cette fermeture. Ouais. En tout cas, là, les valeurs 42, 35 et 83 là, qui sont données pour la dilatation VD juste après. Ça, c'est télédiastolique. Hein, c'est les valeurs de dilatation pour le diamètre télédiastolique du ventricule. Après, sur la question de l'ECG, j'ai l'impression que ce qui était demandé, c'était plutôt se fier aux images qu'a l'ECG, c'est que des gages. Tout à fait. De branches ou autre. Je vous en reparlerai un peu après de ça, mais parfois on voit dans l'apex, en tout cas à proximité de l'apex du VG, une espèce de truc là, blanc. Bon, là il est bleu, mais normalement c'est blanc. Faut certainement pas se faire avoir. On appelle ça la bande modératrice. C'est un truc qu'on voit. Si vous y faites attention, vous le verrez sur quasiment chaque image du VD. Clairement, il faut quand on mesure les diamètres, par exemple la longueur là, et puis aussi la surface, il faut pas prendre en compte cette bande modératrice, pas prendre en compte non plus les trabéculations, qui sont parfois visibles, parfois moins, mais faut pas les prendre en compte. Si on parle d'air, de surface, la surface télédiastolique, elle se mesure en ETT de cette façon, donc comme je disais, sans prendre en compte les trabéculations et sans prendre en compte la bande modératrice, on va au-delà. Si on se met en ETO, c'est toujours sur cette coupe 4 cavités mid-œsophagienne, avec les valeurs normales que je vous ai mis là-haut, télédiastolique. Il y a des petits pièges, alors ça c'est peut-être plus valable en ETT qu'en ETO, mais en fonction de l'alignement de l'orientation de la sonde d'échographie, on aura des valeurs qui seront clairement différentes. Et là c'est ce qui apparaît, c'est la figure qui apparaît dans les recos américaines, mais on comprend bien que on va obtenir des valeurs différentes en fonction de comment on oriente la sonde. On ne peut pas en ETO déplacer l'œsophage, donc c'est un peu plus... mais en tout cas, faut avoir cette notion que en fonction disons qu'il ne faut pas être trop carré peut-être sur la taille des cavités. Un moyen d'évaluer la fonction systolique qui est décrit dans toutes les recommandations partout, c'est l'index de Tay, qu'on appelle le RIMP. C'est un truc qui est quand même assez peu utilisé en pratique. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait là, autour de cette table. Moi, perso, j'ai jamais fait, mais Mathias l'a déjà fait. Ça consiste à évaluer le temps d'ouverture, ou plutôt le temps de fermeture de la valve tricuspide, et puis le temps d'éjection de la valve pulmonaire. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on se met en Doppler pulsé au niveau de la valve tricuspide,
on fait une acquisition, puis après on fait une autre acquisition sur la valve pulmonaire, c'est ce qui est représenté là. Un moyen différent, mais à peu près similaire de le faire, c'est de faire un Doppler tissulaire au niveau de la valve tricuspide, où on obtient à la fois l'ouverture, enfin le temps de fermeture de la valve tricuspide, et puis là le temps d'éjection pulmonaire. Et donc les deux trucs là notés là, IVCT et IVRT, c'est le temps de relaxation isovolumétrique et le temps de contraction isovolumétrique du ventricule droit. Avec la petite formule que vous avez là, vous obtenez l'index de Tailly. Les valeurs normales, elles sont différentes en fonction de la méthode utilisée. Soit on utilise le Doppler pulsé, soit le Doppler tissulaire. Donc c'est ça, au-delà de 0,43, au-delà de 0,44, pour parler de dysfonction. Un autre moyen très classique, mais en fait assez peu utilisé, on essaye de le défendre un peu dans le service, c'est la FAC. Donc ça consiste, c'est une fraction de raccourcissement de surface qui est ultra simple à faire. Il faut, pour peu qu'on ait une belle image où on voit bien la paroi du VD. On mesure la surface en télédiastole, en télésystole, on fait le petit calcul qui va bien et on obtient la FAC. Alors ça, en ETT, c'est sur une coupe 4 cavités centrée sur le VD. Et puis en ETO, c'est sur cette coupe à 0 degré, mid-œsophagienne. Avec les valeurs normales qui sont celles-ci, une FAC à moins de 35%, ça signe une dysfonction VD. Une autre mesure très classique, c'est le TAPS. Le TAPS qu'on fait en ETT sur une coupe 4 cavités centrée sur le VD, avec un Doppler M-mode. Un M-mode, comment on dit? M-mode. TL. Et en ETO, c'est très discutable. Il y a plusieurs façons de faire le TAPS. Il y a cette façon-là sur laquelle j'ai l'impression qu'ils font une correction Doppler. Des fois, c'est écrit sans correction d'angle. C'est aussi décrit sur cette coupe inflow outflow transgastrique où là on est peut-être un peu mieux aligné. Les valeurs normales reconnues de TAPS, c'est 17. À moins de 17, on a une dysfonction systolique droite. Et enfin, une mesure aussi que vous connaissez tous, c'est la longesse tricuspide. Qu'en ETO, on peut mesurer surtout avec cette coupe inflow outflow transgastrique, avec les valeurs normales qui sont à moins de 9,5, ça signe une dysfonction systolique droite. La partie latérale là quoi. Alors là c'est vrai que l'image est peut-être pas parfaite, mais pour moi c'est surtout là qu'on mesure le S tricuspide. Une autre façon séduisante d'évaluer la fonction systolique droite, c'est la FEVD. Alors la FEVD, n'essayez pas de le faire en écho 2D, ça n'a aucun sens tellement l'anatomie du VD elle est particulière. C'est clairement une mesure qui se fait en ETO 3D. Malheureusement, on n'en a pas dans le service, donc on ne peut pas vous en parler plus que ça, mais ça semble être le moyen le mieux corrélé à l'IRM myocardique pour évaluer la FEVD. Avec des valeurs normales, comme on le disait au début, qui sont à moins de 45% pour signer la dysfonction systolique. Et puis le strain latéral, du VD, qui est aussi un paramètre probablement utile, qu'on fait rarement en pratique, avec les valeurs normales que je vous ai mis en dessous. Ouais. Enfin, il y a deux appareils qui le font et en fait, paradoxalement, c'est les nouveaux qui le font pas. Mathias le spécialiste. En pratique, il faut juste faire gaffe de bien avoir mis le CG, sinon ils ne pourront pas vous proposer la fonction. Et il faut avoir rentré le nom du patient, ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et après, ça s'appelle AFI, je crois, sur les vivides. Et il faut avoir juste une bonne image en 2D. Si vous ne voyez pas du tout la paroi latérale, ça ne sert à rien d'imaginer que vous aurez un strain. Et si vous visualisez bien la paroi, vous pourrez à ce moment-là faire l'analyse en strain. Et puis le logiciel est très intuitif, donc c'est quasiment guidé dessus. Alors nous, ce qu'on utilise, le strain, normalement, il est prévu pour faire du VG. Du coup, on le force en faisant croire que le VG est un VD.
Et ça permet de faire l'analyse comme ça. Et tu prends le septum du coup ou pas? Parce que- Non, du coup, tu fais que la parole latérale. Et tu exclus toutes les valeurs du septum. J'ai l'impression que les deux sont décrits, non? À la fois le. Oui, les deux sont décrits, mais ce septum qui et, est plus. Tu vois là, ce qui est montré dans les recos. ce qui apparaît dans les recos, c'est clairement ça. que la parole latérale. 2, 3, enfin bon, alors ça c'est plutôt de l'ETT, mais théoriquement il faudrait se mettre sur une coupe comme ça. Alors vous allez me dire quelle est la différence entre celle-là et celle-là, difficile à dire, mais normalement c'est plutôt dans cette coupe-là qu'on se met pour évaluer à la fois l'ondes, le TAPS, une coupe 4 cavités centrée sur le VT. Et puis, une petite remarque, ça c'est une étude de cette année dans le JCVA qui étudiait la corrélation sur les patients de chirurgie cardiaque entre les paramètres transthoraciques et transœsophagiens de fonction systolique droite. Bah, je vous laisse en penser ce que vous voulez, quoi, mais c'est sûr que c'est pas parfaitement corrélé. Alors peut-être que le TAPS ça a l'air pas mal. La fac, bon, même si c'est génial, bon, c'est quand même pas idéal, quoi. On est sur un nuage de points. La référence et ce qui apparaît partout, c'est les mesures faites en échographie transthoracique. Et après, on extrapole ce qui est fait en transthoracique en transœsophagien, mais c'est vrai que t'as pas beaucoup d'études qui comparent, par exemple, l'IRM qui va être la référence pour calculer une fraction d'éjection ventriculaire droite, avec, par exemple, la FAC mesurée en ETO, ou le TAPS, ou l'onde S, ou le strain mesuré en ETO. T'as pas ces études qui devraient être faites en fait entre l'ETO et l'IRM. Du coup, tu passes par des études où tu as une fac qui est mal mesurée en ETT versus une fac mal mesurée en ETO, et tu trouves que c'est pas corrélé, mais tu sais plus trop, quoi. Donc là, sur ça, c'est difficile de dire, mais le mieux, en gros, ce que nous on vous recommande à faire en pratique pour pas dire de bêtises sur l'évaluation du VD, c'est de faire un maximum de mesures et de rester critique sur les mesures que vous faites, c'est-à-dire de faire à la fois le TAPS, l'ondes, si vous pouvez faire du strain latéral et faire la fac, et comme ça avec toutes ces valeurs vous approcherez plus la fonction systolique du VD que si vous faites une seule mesure. Et à ça, à rajouter l'évaluation même visuelle, visuelle et en VD, fait, aussi un des trucs, c'est aussi de faire toutes les coupes, c'est-à-dire parce que parfois on a une paroi infundibulaire qui se contracte pas du tout, alors que la paroi antérieure ou latérale va se contracter bien, ou alors parfois c'est la base, ou parfois c'est l'apex qui se contracte mal. Donc vraiment d'analyser tous les segments pour avoir une évaluation globale de votre contractilité VD. Et en fait, en faisant toutes les mesures, en tournant autour, vous aurez une meilleure appréciation globale de votre fonction systolique VD, mais c'est vrai que c'est difficile de conseiller un seul paramètre au vu de ces données. Absolument. Ça c'est l'ondes, ouais. Bon. Si on parle de fonction diastolique et de pression dans l'oreille droite, de notions qui sont parfois un petit peu imbriquées, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la veine cave inférieure. Ce qui apparaît dans les recos chez les patients en ventilation spontanée, c'est ça. En fonction du diamètre et de la collapsibilité de la veine cave inférieure, on estime la pression dans l'oreillette droite, qui a moins de 21 mm et plus de 50% de collapsibilité, ça correspond à une POD à 3. Je vous laisse lire la ligne, mais plus de 21 mm, moins de 50% de collapsibilité, ça correspond à une POD à 15. Et si c'est ni l'un ni l'autre, c'est 8, ou alors on utilise d'autres indices. Pour ce qui est de la ventilation, les patients en ventilation mécanique, ce qui semble être retenu, c'est seulement un diamètre de la veine cave à moins de 12 mm qui permet de conclure à une POD à moins de 10. Sachant que faut pas la mesurer, enfin pas la regarder n'importe où cette veine cave. Ce qui est décrit dans les recos pour l'écho transthoracique, c'est une voie sous-costale avec le patient en position allongée. Mesurer ce diamètre et cette collapsibilité à 1 à 2 cm après la jonction cavo-atriale, avant, en vue long axe. En ETO, ce qui semble être plutôt décrit, c'est la jonction cavo-atriale. Ça repose tout ça sur... on va dire qu'il fallait bien trancher, quoi, mais on voit bien que dans les études, c'est souvent fait différemment, avec la veine cave qui est regardée pas toujours au même endroit. Enfin, ça alimente un petit peu le flou autour de cette évaluation de la veine cave. Il y a une autre chose qu'on regarde pour estimer les POD et la fonction diastolique droite, c'est le flux veineux sus-hépatique. Classiquement, il est comme ça, il y a une onde S, une onde D, une onde S qui correspond à la contraction ventriculaire,
contraction du VD, pendant lequel il y a un remplissage. Hop, une petite onde V. L'onde D, c'est le remplissage, la relaxation, la diastole du ventricule droit, et puis ça correspond à une onde D. Il y a également cette onde V avec un petit reflux qui correspond à la fermeture de la tricuspide, à l'ouverture de la tricuspide. Je vous dis une bêtise, fermeture, ouverture, je suis en train de m'embrouiller. On est en... Oui, du coup c'est l'ouverture de la tricuspide, et l'onde A c'est la contraction auriculaire. Un flux, là on est en transthoracique, un flux veineux sushépatique normal, on va dire, c'est celui-là où on voit donc deux ondes qui vont dans le même sens, antérograde, avec en cas d'onde S supérieure à D, ça correspond à une POD à moins de 8. Si en revanche l'onde S est inférieure à D, ça correspond à une POD supérieure à 8. Une autre façon d'exprimer ça, c'est faire la fraction systolique, le rapport des ITV, où si c'est au-delà de 55%, ça correspond à une POD à moins de 8. Si c'est inférieur à 55%, ça correspond à une POD à plus de 8. Faut avoir en tête quand même que ça, c'est très influencé par l'insuffisance tricuspidienne. Si une insuffisance tricuspidienne, ça va modifier ce flux veineux pulmonaire avec pendant la systole ventriculaire, donc un reflux dans l'OD, et puis de fait une onde S qui va être diminuée. En cas d'IT moyenne, on va avoir une onde S seulement diminuée et une onde A augmentée. En cas d'IT sévère, on va avoir petit à petit une onde S qui va s'annuler. La forme extrême, c'est celle-là. Ça correspond à une unité très sévère, avec toutes les ondes A, S et V qui sont fusionnées. Donc c'est l'interprétation du flux veineux sushépatique, elle est pas toujours très simple, et elle est influencée par la présence d'une IT, influencée par éventuellement d'une obstruction au niveau, je sais pas, un thrombus dans la veine cave inférieure, un thrombus dans les veines sushépatiques, des maladies hépatiques, également l'arythmie qui gêne beaucoup l'interprétation. Il y a d'autres indices qui existent pour évaluer la fonction diastolique et la POD, c'est le fait d'avoir des veines sushépatiques qui sont élargies, un sinus coronaire élargi, une oreillette droite élargie, la forme également du septum interoauriculaire qui peut orienter vers une POD élevée. Si le septum interoauriculaire bombe dans l'OG, ça sera en faveur d'une POD élevée. Ce qu'on fait assez peu aussi, c'est le rapport E sur E' tricuspidien, qui s'il est au-delà de 6, est associé à une POD supérieure à 10. On arrive à voir par la dilatation du sinus coronaire à l'écoute. Alors je vais en parler un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on n'a pas sur toutes les coupes le sinus coronaire, mais on peut, si on sait sur quelle coupe on peut le voir, on peut ouais. Ça c'est subjectif comme paramètre, mais ça... En ETO, c'est très facile à mesurer la dilatation du sinus coronaire. Et un message, moi, qui me paraît important, c'est que si vous pensez que connaître la mesure de POD, c'est important pour prendre en charge votre patient, je pense qu'il faut la mesurer plutôt que l'évaluer à l'arrache avec l'échographie. Ça me paraît tellement simple. On a quand même beaucoup de malades avec des voies centrales qui vont se jeter dans l'OD. Franchement, mesurez-la, mettez un capteur de pression dessus. Vous avez vu que c'est ce qu'on fait au bloc et en réa. Et ça me paraît le moyen le plus adapté de mesurer la POD. Et encore pour rajouter un petit peu de confusion à la confusion, il y a cette étude, c'est une belle étude qui sort tout récemment là, dans Annals of Intensive Care. Il pose pas vraiment la question de la POD, mais plutôt la question de la précharge dépendance en regardant la collapsibilité de la veine cave inférieure. Ce qui montre dans cette étude, c'est intéressant parce qu'en fait on voit qu'en fonction du site de mesure et puis de la façon de faire le test, c'est-à-dire si on fait à droite, c'est une mesure standardisée, un sniff test, on fait de façon standardisée, inspirer très fort les patients,
Et en fonction du site de mesure, on passe d'un marqueur tout pourri, là, la pièce de monnaie, quoi, à un marqueur absolument génial. Si on le mesure, bon là ce qui sort de l'étude, c'est une mesure à 4 cm de la jonction cavo-atriale. Ça change radicalement la puissance du test. Donc c'est vrai que le site de mesure semble avoir une importance cruciale, quoi, pour évaluer la POD. Alors, tu dis que c'est quoi? C'est après. Alors ce qui sort le mieux là, les courbes ROC de droite, c'est quand ils font le ST, là ça veut dire un sniff test, ou en tout cas une façon standardisée de faire une inspiration. Ils mettent un capteur de pression dans la bouche pour que ce soit toujours la même chose. Et il faut probablement, pour sensibiliser le test, faire inspirer les patients très fort. Ça, c'est, donc, vous avez compris, que des patients en ventilation spontanée, et mesurer la veine cave et la collapsibilité de la veine cave à 4 cm. En tout cas, c'est ce qui sort de cette étude. Et si on fait ça bien, Et quoi. ça, c'est Sur des patients de réa. Sur le patient de réa, on Ouais. leur faisait. Sur des patients de réa en ventilation spontanée. Ouais. Et le test, du coup, je te demande pas ce que c'est. Il faisait une inspiration profonde. C'est ce qu'il suggère dans la recommandation, c'est que pour évaluer la collapsibilité de la veine cave Il mesurait la inférieure. pression de. Ouais, Il vérifiait qu'il y avait une inspiration. ouais, je crois qu'il visait -5, -10 de pression dans la bouche. Il mettait un capteur dans la bouche. Si j'arrivais à faire ça à ce moment-là, Et ouais. on rentrait dans le- Et si tu fais ça comme ça, ça semble marcher très très bien. Alors là, la question est un peu différente. C'était la précharge dépendance. Le gold standard, c'était un remplissage vasculaire. Et en tout cas, tu la vois, ouais, elle est dans l'abdomen, quoi. Mais Ça change pas un petit peu le De toute façon, la veine cave, par définition, elle n'est pas dans le thorax. La veine cave inférieure, elle n'est que dans l'abdomen. Il y a peut-être 0,5 cm qui est dans le thorax. Je crois que le parti pris, moi je vous avais vu présenter cet abstract SRLF, c'est que quand tu le prends. t'es allé au juste congrès de avant- la SRLF. De quoi? Et tu le dis comme ça, là? C'était à l'époque. Ah ouais. En plus, c'est une petite lilloise en plus. Et du coup, Exactement. il disait que tu prends à l'entrée, le risque c'est que tu coupes un petit peu avec la suite des bâtiments, tout ça. J'ai l'impression que plus tu le prenais loin de la jonction focace, plus précis. Après, c'est vrai qu'ils disent que par contre, en fait, tous les patients, c'est pas possible. Il y a plein de patients pour lesquels tu peux pas avoir 4 cm de veine cave. De leur faire la dépression. Ouais, je suis d'accord, c'est pas toujours simple. Comment évaluer les PAP? Je suis obligé d'en parler là-dedans dans le VD parce que tout est un peu interconnecté, quoi. Mais vous savez, pour évaluer les PAP, on utilise beaucoup le jet d'insuffisance tricuspidienne. En ETT, on l'a sur cette coupe. Cette coupe, donc c'est de la parasternale petit axe. Alors là, je suis désolé, la vidéo est pas idéale, mais vous voyez sur la gauche la valve tricuspide sur laquelle on peut aligner un tir Doppler. Ça, c'est une coupe assez similaire, où on est peut-être mieux aligné. Une autre coupe très classique pour évaluer ça, c'est la 4 cavités. La 4 cavités plutôt centrée sur le VD. Là, on est en ETO. Alors, c'est vrai qu'on est rarement bien aligné sur une coupe à 0 degré. Enfin, là, on est à 20 degrés. Mais éventuellement, on peut avoir un tir Doppler bien aligné en mid-œsophagien à 0 degré. Cette coupe a plus de chances de permettre la mesure. C'est la coupe Niflo Outflow mid-œsophagienne sur laquelle on voit la valve tricuspide et on peut choper un fluidité. Une autre coupe classique pour évaluer ça, c'est la coupe bicavale modifiée. Bicavale modifiée qui permet de s'aligner. Donc on se met une bicavale et on tourne un peu plus le moteur. Et ça permet normalement de dégager la tricuspide. Le truc qu'on voit là au passage, c'est probablement plus le sinus coronaire que la veine cave inférieure. Là, sur cette bicavale modifiée, c'est le sinus coronaire qu'on voit là. Il ne faut pas faire la confusion. Si vous attendez par exemple un guide de circulation extracorporelle, il va pas arriver par là. Et voilà, donc S'il n'arrive pas là, c'est pas normal. Inquiétez-vous, c'est
Ouais. Alors, comment t'es sûr? C'est ça la question? Alors, c'est vrai que, comme dit Mathias, si tu vois la tricuspide, c'est très en faveur du truc sinus coronaire. Tu peux pas avoir la tricuspide et la veine caverne sur la même coupe en ETO. Je crois que c'est impossible. Et puis, sinus coronaire, classiquement, il est plus fin que la veine cave inférieure, et puis peut-être plus orienté, une orientation un peu différente. Enfin, c'est vrai que, sur cette coupe-là, il n'y a pas trop de doute. C'est le sinus coronaire. Et à droite? Et à droite, c'est la veine cave supérieure. Et ça, c'est la crista terminalis, là. Ça, c'est pas le 63, ça ça, je pense, c'est la crista terminalis. Ouais, ça ressemble. Ouais. D'accord. Puis ça serait l'auricule droit. Alors, c'est vrai qu'on le voit très bien quand on ouvre le sternum, et ce machin-là, cette espèce de repli, c'est l'auricule droit. Là, on devine, non, on devine pas, parce qu'on n'est pas au bon endroit, mais on verrait si on était sur une bicavale normale, éventuellement la valve de Sachi par là, le réseau de Chiari. Comment, à partir du fluidité, on évalue la PAPS? C'est avec l'équation de Bernoulli simplifiée qu'on a déjà vu dans les topos précédents. Donc ça correspond à la vitesse maximum du flux de régurgitation tricuspidienne. Donc on met au carré, qu'on multiplie par 4 et qu'on ajoute à la pression dans l'oreillette droite. Ce qu'il faut comprendre, c'est important de comprendre la formule pour comprendre les approximations et les erreurs qu'on peut faire. C'est que, en fait, cette formule, elle correspond plutôt à la pression systolique du VD. Et on considère, parce que c'est le cas la plupart du temps, qu'il n'y a pas de sténose pulmonaire. Mais en cas de sténose pulmonaire, on va en faisant ça, on va avoir une pression ventriculaire droite qui va être bien plus élevée que la pression artérielle pulmonaire. On va surestimer la PAP en cas de sténose pulmonaire. C'est une équation de Bernoulli simplifiée. Ça part du principe que l'orifice régurgitant, il est tout petit. Si vous avez une grosse insuffisance tricuspidienne, vous allez avoir une unité qu'on dit souvent laminaire, et l'équation de Bernoulli simplifiée, elle sera plus applicable dans ce cadre-là, parce que la pression d'amont, elle est plus égale à 0, ou considérée comme égale à 0. Donc, dans ce cas-là, en cas d'insuffisance tricuspidienne sévère, on va plutôt sous-estimer la valeur de PAPS en faisant ça. Et puis pour ce qui est de la POD, évidemment ça dépend de comment vous estimez la POD. C'est certainement différent entre une mesure échographique imparfaite et une mesure directe avec un cathéter. Une autre façon d'évaluer les PAP, c'est en utilisant le flux de régurgitation pulmonaire. En ETT, c'est la même coupe que tout à l'heure, où cette fois-ci à droite de l'image on voit la valve pulmonaire. Ça correspond beaucoup à ce qu'on a en ETO, la coupe, d'ailleurs elle s'appelait comme ça, la coupe inflow, outflow, VD. On voit, là on peut aligner un tir Doppler là, sur la valve pulmonaire. On peut voir aussi ça correspond à, c'est une quête cavité où là ils orientent un peu la sonde pour dégager la valve pulmonaire. Hop, ils partent de la quête cavité, ils arrivent à 5 cavités et hop, ils arrivent à dégager la valve pulmonaire. En ETO, c'est les coupes que je vous avais montrées tout à l'heure. Donc là, on est en transgastrique à 0 degré au niveau des pas vraiment des piliers, mais plutôt de la valve mitrale. On voit éventuellement la valve pulmonaire, mais puis là, on la voit pas très bien. La coupe inflow-outflow VD transgastrique, elle permet aussi de s'aligner sur la valve pulmonaire. Il y a une coupe que j'ai pas mise, mais qui peut permettre aussi de faire ces mesures, c'est la coupe du haut oesophage de l'arche aortique qui permet d'avoir un alignement sur la valve pulmonaire. Alors là, il y a une coquille dans ce truc, c'est télé, c'est la vitesse télé, la fin du flux d'IP qui permet d'évaluer la pression diastolique, c'est cette vitesse-là, en utilisant pareil l'équation de Bernoulli simplifiée. Avec les mêmes limites que tout à l'heure, à savoir s'il y a une grosse fuite pulmonaire, on va sous-estimer, l'équation de Bernoulli simplifiée sera plus applicable. Pareil pour la pression dans l'oreillette droite, en fonction de est-ce qu'elle est estimée à l'échographie, est-ce qu'elle est mesurée directement avec un cathéter. Et aussi, mais alors là c'est un peu tiré par les cheveux, mais juste pour vous faire comprendre le principe, c'est qu'on considère que, on considère que c'est la pression diastolique du VD qui correspond à la POD, mais ça c'est aussi une approximation. Tout a des limites dans ces formules. Si quand même pour vous rassurer sur tout ça, alors là il y a les petits flocons de Noël, c'est le SIOB du moment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des flocons de neige.
depuis quelques jours. En tout cas, chez les patients ça c'est une étude chez des patients de réanimation qui évaluait, c'est une vieille question mais qui est réétudiée récemment, l'intérêt de l'échographie pour détecter les patients avec une HTAP ou pour évaluer la PAPS. Clairement, gradientité sur des patients de réanimation un peu tout venant, ça semble quand même bien marcher, hein, très très bien corrélé avec la Swan-Ganz. Et puis un moyen qui permet de sensibiliser la mesure. Parfois, on voit dans cette étude avec 60% des malades qui avaient une IT exploitable. Évidemment, s'il n'y a pas d'IT, difficile d'évaluer le gradient d'IT. Un moyen de sensibiliser la mesure qui apparaît dans toutes les recos, c'est de faire une épreuve de bulle. C'est vrai que l'épreuve de bulle, classiquement, on l'a fait comme pour ce patient-là, pour chercher un shunt, mais ça permet aussi de sensibiliser la mesure, la recherche de l'IT, et ça permet d'avoir un signal quand on n'en a pas sans épreuve de bulle. Si vous avez des super images comme ça, mélanger un petit peu de sang avec des bulles. Et oui, c'est vrai que du coup, vu que tu réfléchis avec ça, effectivement, il y a de la littérature là-dessus. Ouais. Plus que mettre de l'air et des cristalloïdes, on peut mettre de l'air, plus du sang, plus des cristalloïdes, et ça marche encore mieux, c'est génial. Une autre chose qui est importante dans l'évaluation du VD, c'est l'interdépendance ventriculaire. On sait qu'il y a 20 à 40% de la pression systolique droite qui résulte en fait de la contraction du ventricule gauche. Il y a plein de choses à dire sur l'interdépendance ventriculaire. Les deux sont clairement corrélés. Je ne vous fais pas tous les mécanismes physiopathes. Une façon de résumer, même si ça ne résume pas tout, c'est cette image qui est quand même parlante. On voit, pour peu que le péricarde soit pas ouvert, le péricarde qui est une cavité inextensible avec la déférence droite qui va retentir sur le cœur gauche. Et là, je le répète souvent aux internes qui passent là, mais cette image, je trouve qu'elle est très parlante pour dire qu'une exclusion télésphérique du VG, ça ne suffit pas à décider d'un remplissage. Quand on a cette image en tête, on comprend bien que ce patient-là, il faut probablement pas lui mettre 500 Dringer, quoi. C'est pas la bonne solution. Il a un petit VG, mais il faut pas remplir. Il aura des marqueurs, des PRVG basses, mais vous le savez, c'est pas un critère de précharge de dépendance. Il n'est pas en sécurité pour un remplissage, même s'il a réussi sur prime à 8, quoi. Une façon assez objective de mesurer l'interdépendance ventriculaire, c'est de mesurer l'index d'excentricité qui correspond, alors là c'est une coupe, vous avez dû reconnaître, mais transgastrique au niveau des piliers du ventricule gauche. On mesure ce diamètre-là, on fait le rapport des deux, A sur B. La valeur normale elle est à 1. Si il y a une valeur supérieure à 1 en fin de systole, ça correspond à une hyperpression, enfin une surcharge en pression du volume du ventricule droit. Et s'il est supérieur à 1 en fin de diastole, ça correspond à une surcharge en volume du ventricule droit. Ça paraît un peu théorique comme ça, mais en fait ça tombe très souvent dans les questions à l'examen, si vous passez cet examen. Je vous fais 2-3 questions. Il y en a certaines de moi, mais très peu de moi en fait. Une question bébête. Alors c'est la même image inversée. Hein. D'après vous, c'est lequel le VD? Est-ce que tout le monde est d'accord? Moi j'aurais plutôt dit sur l'image de gauche, le VG est à droite. Elle est un tout petit peu. On parle du VD. Le VD est à... Ouais. Le VD est à gauche. Sur l'image de gauche. Oui, c'est à gauche. À gauche. Moi je dis avec le VD, il est à gauche sur l'image de gauche. Le VD est à gauche à l'image de gauche. Parce que l'insertion de la tricuspide, elle est un tout petit peu plus... Ouais, et puis la tricuspide, souvent, elle est un peu plus basse sur l'image. Puis il y a une bande modératrice. On voit la bande verte. Exactement, vous avez l'œil. C'est une question qui peut paraître bête, mais c'est vrai qu'en cardiopathie congénitale, ça a beaucoup de sens d'arriver à distinguer un VG d'un VD. Il y a plein de façons de le faire. Les choses classiques d'épaisseur myocardique sont parfois un peu faussées, notamment en cardiopathie congénitale. On a parfois des VD hypertrophiés. Enfin, c'est pas toujours simple. Il y a des moyens qui sont assez simples et objectifs
de différencier un VD d'un VG, c'est ça, ce petit delta là au niveau de l'insertion des valves auriculo-ventriculaires, où la valve tricuspidienne est plutôt plus apicale que la valve mitrale. Alors ça se voyait pas bien sur l'image que je vous ai montrée, ça se voit beaucoup plus sur cette image-là. On voit bien que là le feuillet septal de la tricuspide il est plus inséré plus près de l'apex que le feuillet, le feuillet antérieur de la valve mitrale. Un autre moyen, je vous en ai déjà parlé, de distinguer le ventricule droit du ventricule gauche, c'est la présence de cette bande modératrice. Donc on voit en fait la plupart du temps sur toutes les images d'écho, alors là il y a une image de dissection d'un cœur, on voit bien ce machin là. Ça a une fonction anatomique, hein, ça permettrait de limiter la surdistension du VD, et puis ça permet aussi de conduire les voies de conduction électrique. Un autre moyen de différencier un ventricule gauche d'un ventricule droit, c'est que, si vous en rappelez sur l'image du début, le schéma du début, il y a la valve tricuspide, elle est là, la valve pulmonaire, elle est là. En fait, elles ne sont pas collées, la valve d'admission du VD et la valve de sortie du VD. À l'inverse du VG, où il y a une communication directe entre les deux, ce qu'on voit bien sur la coupe en ETT 5 cavités, on voit bien que la mitrale et la valve aortique sont juste à côté. Là c'est une coupe TO, mais pareil on voit bien qu'il y a une continuité entre la mitrale et la valve aortique, ce qui n'est pas vrai pour la valve tricuspide et la valve pulmonaire. Donc à la question, vous avez tous répondu juste, mais c'est le VD il est là. Une autre question ça m'a traumatisé, cette histoire. J'en ai parlé beaucoup à Mathias. J'étais au bloc à 2h du mat sur un patient qui était en cours de transplantation bipulmonaire pour une BPCO. Il avait une évaluation, comme tous ces patients, un petit peu extensive préopératoire, qui ne retrouvait pas d'anomalie, notamment au niveau cardiaque, hormis une hypertension pulmonaire bien expliquée par la pathologie pulmonaire. Au bloc opératoire, moi j'étais embêté par les tests d'exclusion pulmonaire, ce qu'on fait souvent quand on fait les transplantations, enfin ce qu'on fait tout le temps, on essaye de tester s'il tolère en termes de saturation l'exclusion pulmonaire. Donc il était ventilé sur des poumons, tout se passait bien. Oui. Il désature gentiment si on le ventile que sur le poumon droit, et il désature très profondément si on le ventile que sur le poumon gauche. Et parallèlement, je faisais le TO, puis là je vois ça. Alors là, vous représentez pas forcément, mais on est en mid-œsophagien avec une coupe à 0 degré, une coupe 4 cavités un peu modifiée quoi. Mais sur cette coupe, je sais pas ce que vous voyez. Alors là, c'est la valve tricuspide, hein, c'est cette valve là. Et donc là, l'oreillette droite, là le ventricule droit. Alors, moi, il y avait ce truc-là qui... Oui, c'est chiant de donner la réponse, mais effectivement, c'est la réponse. Moi, j'étais dans un tunnel cognitif à 2h du mat, où je me dis, merde, je veux dire, le mec, il tolère pas du tout l'exclusion pulmonaire d'un côté, alors que de l'autre côté, ça se passe très bien. Et puis là, je fais le TO, et puis je vois un truc bizarre qui arrive dans l'oreillette droite, et c'est pas possible, il doit avoir... un retour veineux-pulmonaire anormal. C'est clairement la question que je me posais, et plus je cherchais, plus je me dis mais c'est sûr, c'est ça. En fait, concrètement, c'était pas ça. C'était donc Pipo a donné la réponse. C'était le sinus coronaire. Il faut bien avoir en tête que dans l'oreillette droite, il y a 3 veines qui se jettent. On l'a déjà dit il y a pas longtemps. C'est pas les images qui t'avaient peur. Non. Reprise, ouais. Oui, c'est les images que j'ai trouvées. La veine pulmonaire était franchement bizarre, il y avait une orientation particulière, c'est pas l'image classique. Mais en vrai, moi, ce que je voyais, ce qui m'a vraiment fait bloquer, c'était ça, quoi. Ce machin dans l'OD qui était clairement un vaisseau qui se drainait dans l'OD. Pourquoi le poumon ne marchait pas d'un côté Mais alors, ça, j'ai pas d'explication. Concrètement, on a fait sensé aussi, on a commencé par le côté qui marchait bien, et puis après, on a utilisé le poumon greffé. Donc il faut bien avoir en tête que dans l'OD il y a 3 veines qui se jettent, la veine cave sup, la veine cave inf et le sinus coronaire, que l'abouchement du sinus coronaire et de la veine cave inf il est quand même très proche,
Là, on le voit sur ce schéma-là, sinus coronaire, c'est ce qui est représenté en vert. C'est donc juste avant la tricuspide, enfin, ça correspond bien à l'image qu'on voit plus maintenant, mais juste avant la tricuspide, dans l'OD. On le voit aussi, comme on disait tout à l'heure, sur cette coupe bicavale modifiée. À gauche, ça c'est la veine cave supérieure, et là, ce que vous voyez là, c'est le sinus coronaire. Du coup, c'est intéressant cette coupe parce que des fois, on suspecte que la voie centrale est partie dans le sinus coronaire. C'est vrai que sur cette coupe, on peut l'avoir. On imagine que c'est possible. Ouais, absolument. Ouais, on imagine bien, donc c'est comme dit Pipo. Des fois, quand on dit les O2, c'est à 40%. Qu'est-ce que c'est passé? Parce que dans le sinus coronaire, enfin, vous saviez déjà, mais il y a une saturation en oxygène qui est beaucoup plus basse que dans le reste du corps humain, qui est de l'ordre de 40%. Donc voilà, à la fin, est-ce que c'était un retour veinopulmonaire anormal? Eh ben non. Parce que souvent les internes ils me disent mais à quoi ça sert de connaître l'anatomie du... Mais à partir du moment où vous prenez une sonde d'échographie dans la main, vous allez commencer à dire des bêtises. Donc si vous n'avez pas bossé un peu l'anatomie et vraiment les coupes, c'est facteur de risque maximum de dire vraiment de grosses bêtises. Donc vraiment apprenez bien l'anatomie de tout le cœur, sachez où est l'auricule gauche, où est l'auricule droit, sur quel coupe vous le voyez, qu'est-ce que c'est que la crista terminalis, parce que sinon vous allez commencer à dire vraiment n'importe quoi. Alors là c'est la fin de la présentation.